Bonjour à tous. Alors, vous savez qu'hier, on a fait un live avec Karine Trapp et Jean-Philippe Labresse, son compagnon, puisque Karine demande le retour immédiat de ses enfants à la justice de Nîmes et qu'elle est depuis 21 jours exactement aujourd'hui en grève de la faim et elle entame son 6e jour de grève de la soif. Donc je vous lis le communiqué aujourd'hui de Jean-Philippe Labresse qui, sur sa page Facebook, publie « Karine a commencé aujourd'hui son 21e jour de grève de la faim et entamera à 12 h son 6e jour de grève de la soif. Avec son autorisation, je vous donne des nouvelles. Elle a perdu 8 kilos, elle est bien entendu très faible et son état de santé peut se dégrader rapidement et à tout moment. La supplémentation vitaminique, notamment de vitamine C et B, soutient son organisme et ralentit l'évolution péjorative. Cette évolution est cependant inexorable si Karine poursuit son action. J'essaie de la conduire à interrompre au moins sa grève de la soif aujourd'hui, quitte à ce qu'elle la reprenne demain si la justice continue de rester silencieuse et refuse d'examiner notamment le référé d'heure à heure que j'ai remis vendredi 19 mars 2021. Pour le moment, Karine a décidé de ne rien modifier. Vous verrez dans sa vidéo ci-dessous une interview très intéressante. Alors je l'ai partagée sur la page où son avocate explique beaucoup de choses. Il y a des petits malins qui s'amusent à nous dire « Oui, mais on ne comprend pas l'histoire et tatati ». Alors je vous le dis, passez votre chemin. Vraiment, hein, ça nous fera plaisir, ça nous évitera de perdre du temps. Et puis les manipulateurs, on commence à très bien les connaître, figurez-vous. Parce qu'on les fréquente malheureusement sur la page et ailleurs depuis trop longtemps. Voilà. Maintenant, je voudrais vous parler aussi de l'ASE parce qu'il faut que nous en parlions pour voir et comprendre ce que vivent toutes les mamans désenfantées et les papas, parce qu'il y a aussi des papas désenfantés. Comment ça fonctionne? Comment cette justice fonctionne? Qu'est-ce qui fait que nous en sommes là? Et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous défendre ou que vous n'arrivez pas à vous faire entendre? Donc l'ASE, déjà, il faut savoir qu'elle est sous la coupe des juges et aussi, surtout, bien sûr, des conseils départementaux. Je voudrais aussi dire qu'il y a des mères qui sont suicidées, tellement désespérées de ne plus revoir leurs enfants. Parce que bien sûr, on s'amuse à les placer très loin de chez vous. C'est tellement agréable, n'est-ce pas? Même les prisonniers sont placés près de leur domicile. Mais pas les enfants, non, pas les enfants. Les PMI donc dépendent du conseil départemental. Et puis il y a un autre volet de la PMI, c'est l'ASE. L'ASE, évidemment, c'est l'ancienne DAS, qui avait tellement mauvaise presse qu'on a changé son nom en ASE, c'est pour vous dire. Bon, malheureusement, elle a mis très rapidement, elle a été très rapide pour devenir à nouveau mauvaise, évidemment, et son nom est très évocateur de ce qui se passe actuellement en France. L'ASE est en lien avec moult associations. La PMI, qui normalement est censée être un système de protection de la mère et de l'enfant, à la base, hein, bien sûr, aujourd'hui est devenue plus que défiante, dépendant plutôt des budgets des conseils départementaux. La PMI, c'est donc la protection maternelle infantile qui est gérée par le Conseil général, qui a été créé en France en 1945. Sachez que toutes les visites médicales, dont les parents n'ont pas forcément connaissance, sont ensuite confiées aux bons soins de notre bon Conseil général. Et que les enfants participent à la visite médicale, évidemment, puisque nul n'y échappe, dès la maternelle, évidemment. À ce moment-là, figurez-vous qu'un questionnaire est rempli, mais qui se prête à de graves dérapages. Parce que de telles informations peuvent porter préjudice à la famille, dont les données personnelles qui ne sont pas protégées. Et oui, vous l'ignoriez. Ce questionnaire est nominatif, permet d'identifier l'enfant et donc ses parents, avec le nom, l'adresse, et ainsi recueillir des informations le concernant. Le fait que vous ne soyez pas informé rend donc impossible pour les parents l'accès à ces informations les concernant, et du coup ils ne peuvent même pas demander la rectification des données ou tout simplement leur suppression puisqu'ils en ont le droit. Puisque la loi informatique et liberté permet à toute personne qui subit cette mise en œuvre d'un fichier ou d'un traitement contenant ces données personnelles, normalement ils devraient vous en informer, mais ils ne le font pas. Donc, vous pouvez demander la suppression de ce fichier.
Je disais, ce questionnaire est dangereux parce qu'il va bien au-delà de la violation de la vie privée. Et il est loin d'être anodin, puisque ce questionnaire pourrait être un outil destiné à alimenter un fichier d'informations préoccupantes concernant les familles. Et il est établi au service du Conseil général. D'ailleurs, cette année, et depuis déjà 2 ou 3 années, tous les parents ont eu à remplir ce questionnaire qui s'appelle Esculap, c'est le dossier numérique. Au cas où vous auriez déjà signé ce document en acceptant les données des informations via Esculap, sachant d'ailleurs que tous les enfants en moyenne section en ont fait l'objet de ce questionnaire occulte, eh bien en tant que parent, vous avez le droit de prendre contact avec le service Solidarité et Cohésion sociale du Conseil général afin de réclamer les originaux de ce questionnaire et surtout pas la simple copie. Vous réclamez bien l'original. Manifestement, il paraîtrait que le Conseil général n'ait pas bien compris la CNIL. La CNIL qui vous donne le droit de ne pas figurer dans un fichier puisque c'est illégal en France. Il faut savoir aussi que vous avez le droit de refuser la visite de la PMI pour votre enfant à l'école pour ses 4 ans, tout comme vous en avez parfaitement le droit lors de la naissance de votre enfant. Je voudrais aussi vous alerter sur le fait que depuis quelques années, l'école signale tout retard, absence, et qu'elle justifierait par exemple trop longue, anormale, et j'en passe. À la PMI, ou alors que votre enfant... et j'en passe, pardon, elle le signale à la PMI. Ou alors elle peut signaler que votre enfant est en retard, trop bruyant, ne sait pas rester calme, ne sait pas écrire son prénom, manque de concentration, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à devoir, via l'éducation nationale, être convoqué par les services de la PMI grâce à ces signalements. Je vous indique que c'est tous les jours. Tous les jours, je reçois des mails de parents qui sont signalés. À ce moment-là, va se mettre en place une pléiade d'organismes via l'école qui signalent tous les problèmes via la PMI. Je voudrais signaler aussi que certains médecins le font, évidemment. Tout ceci est bien rodé et il faut comprendre qu'à travers ça, c'est une énorme bulle financière. Des conseils départementaux, des assistantes sociales, des infirmières, des psychologues, des psychiatres et de la justice qui va de procédure en avocat, d'avocat en expert et j'en passe. Nos enfants sont donc devenus l'enjeu financier d'une justice en roue libre et des compétences en berne depuis bien trop longtemps. Le nombre d'enfants s'est multiplié par 2 ou 3 en 10 ans. D'ailleurs, la direction de l'adresse, c'est la direction de la recherche et des études, de l'évaluation et des statistiques, estampillée République française, nous fournit un document de l'année 2012, mais qu'ils essaient de nous faire passer pour 2017. Alors, il faut savoir que l'ASE, c'est près de 2000 établissements qui relèvent de l'ASE, et puis dedans, vous y découvrez qu'on a une offre d'hébergement plus diversifiée. On se croirait vraiment à choisir nos vacances, avec un taux d'occupation global de 95%. Et oui, il faut bien rentabiliser les amis. Fin 2017, mais en fait c'est fin 2012, puisque je vous dis ce document, ils ont essayé de falsifier ce document. Les mesures de placement représenteraient 52% des 640 000 mesures de protection mises en œuvre par les services de l'ASE. Ça veut donc dire qu'un peu plus de 650 000 enfants, adolescents et jeunes sont hébergés par l'institution. La moitié des familles d'accueil sont en famille d'accueil. Ça fait donc dire 322 000 enfants placés. Il faut savoir qu'un enfant placé coûte 80 000 euros. Le Conseil général touche 80 000 euros par enfant placé. Bien sûr, les familles d'accueil ne touchent pas 80 000 euros. Où donc va le reste de l'argent? Un tiers sont dans des établissements. Et sachez aussi que vous avez un paquet d'établissements privés tenus par des personnes. Que récemment, il y avait des petites annonces sur Le Bon Coin pour trouver des familles d'accueil. N'est-ce pas? Donc en tout, nous avons 550 000 enfants placés. Ça ne nous donne pas le nombre de parents désenfantés. Parce que là, ça veut dire que l'enfant est placé, donc les 2 parents sont désenfantés. Mais ça veut dire que nous avons tout autant de parents qui ne voient plus leurs enfants quand le conjoint décide
de faire ce qu'on appelle des appels à la justice pour accuser l'autre d'aliénation parentale. La justice, actuellement, ne comprend plus rien à rien manifestement. La plupart des placements sont dus à des divorces compliqués, du fait d'un parent pervers narcissique, ou de fait d'inceste, ou de fait de viol. Dans tous les cas, on a un pervers narcissique. Pratiquement à chaque fois, ou presque, l'État saisit les PMI, c'est-à-dire la justice va saisir la PMI, le juge pour enfants va ordonner une mesure d'AEMO, et vont s'en suivre alors le parcours des assistantes sociales à votre domicile et surtout leur jugement. Souvent erroné par le parent manipulant, le père ou la mère. Ignorant donc volontairement ce qu'est la perversion narcissique, faisant fi de la parole de l'enfant, la justice, finalement, s'en va plus facilement vers le pervers déviant, psychopathe, qui n'ont finalement que faire des enfants, puisque leur but est uniquement d'atteindre leur conjoint, afin de lui enlever son bien le plus précieux, son enfant. Alors pour ça, il va utiliser un arsenal très connu, c'est l'inversion accusatoire, qui consiste à vous accuser des choses dont vous ne pouvez pas vous défendre. Souvent, il a pris soin de fabriquer des preuves avant que vous vous sépariez. Il a pris soin de les fabriquer auprès de vos amis, auprès de votre famille et parfois auprès de votre enfant. Alors, il va agir un peu comme une véritable OPA sur la pensée de votre enfant pour le transformer en allié dans la guerre que le pervers narcissique livre à l'autre. En cas de séparation, s'il n'a pas pu obtenir la garde principale ou alternée, et même quand il obtient la garde alternée, il va faire en sorte d'obtenir la garde principale, voire faire en sorte de vous déchoir de vos droits de parents. Tout ça fait office pour lui d'une vengeance réparatrice, c'est-à-dire qu'il a besoin de ça. Alors la justice vous dit qu'il faut apaiser le conflit, il faut penser à l'intérêt supérieur de l'enfant, ça me fait bien sourire quand je vois ce qui se passe, qui a droit à ses deux parents. Oui, évidemment, mais enfin avoir droit à ses deux parents quand l'un est violeur ou incestueux ou pervers, expliquez-moi l'intérêt. Expliquez-moi. Donc le juge pour enfants se dit, oui, mais c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, comment est-ce possible pour les parents qui doivent combattre un manipulateur qu'ils ont déjà eu du mal à quitter lors d'une séparation ou d'un divorce. Alors évidemment, la justice dit le divorce n'annule pas la responsabilité parentale, mais par contre, il sert aux parents pervers, évidemment. C'est-à-dire qu'il trouve une nouvelle façon d'agir, et cette fois, il va pratiquer ce qu'on appelle le harcèlement moral avec son ex, qui va pouvoir, comme ça, se venger de cette rupture. Soit il va harceler les enfants par du dénigrement, aussi du harcèlement, mais aussi sur le parent protecteur. Et parfois, cette violence va être prise, va être relayée même par l'ensemble du clan familial, du PN manipulateur. Donc quand je dirais le PN, c'est le pervers narcissique. La famille du conjoint pervers est elle-même en général une famille toxique. Ça se transmet de génération en génération. Évidemment, les chiens ne font pas des chats. Certains membres de la famille du conjoint pervers, PN donc, vont pratiquer eux aussi du harcèlement moral sur le parent protecteur, le parent innocent, et sur les enfants après la rupture. J'ai, depuis 8 ans, figurez-vous, des milliers de témoignages de ces mères ou de ces pères aussi, parce qu'il y en a. Alors évidemment, dès lors, un très long chemin de croix vous attend, parce que vous allez être obligé de vous battre à la fois contre les procédures multiples que le conjoint manipulateur ou pervers narcissique va mener parce qu'il veut absolument récupérer les enfants et ne pas payer un centime. Vous allez aussi vous taper les faux témoignages en justice rédigés par le clan familial toxique. Vous allez vous taper leur harcèlement moral en groupe, leur acharnement judiciaire basé sur des calomnies et des mensonges. Et avec une espèce d'incapacité pour la justice à protéger les enfants, que les pervers veulent capter pour faire souffrir et se trouver des héritiers psychologiques à qui il pourra transmettre la perversion familiale. Nous sommes face à un déni de société sur toutes les violences conjugales, intrafamiliales, notamment l'inceste, on en parle suffisamment actuellement, dont la plupart des mères dénoncent, c'est-à-dire elles deviennent donc le parent protecteur, mais la justice, alors je parle aussi de la pédophilie parce qu'on a aussi de la pédophilie, ça se passe exactement de la même manière. À ce moment-là, la justice accuse ces mères
et considèrent qu'elles utilisent ce procédé comme un moyen de vengeance contre l'autre parent. Et là, on tombe dans la théorie des fausses accusations. Sachez qu'un PN n'abandonne jamais sa proie parce que c'est vital pour lui. Il a une si piètre opinion de lui-même qu'il puise son existence seulement dans le conflit et il ne peut exister que dans le fait de manipuler sa proie en l'humiliant au quotidien, lui donnant ainsi à lui-même sa raison d'exister. Il faut donc comprendre qu'il existe plusieurs degrés de perversité narcissique, mais que la raison première, quel que soit le degré de perversion, c'est vraiment l'humiliation et la manipulation. Alors il faut savoir que ces gens ont un trouble de la personnalité narcissique qui va se caractériser par un besoin excessif d'être adulé, une espèce de tendance à la mégalomanie, à l'égocentrisme, et en outre, cette personne narcissique va montrer un très faible degré d'empathie vis-à-vis d'autrui. Comment se fait-il que la justice ne le sache pas, ne le comprenne pas, et qu'on soit toujours au tribunal avec ces personnes? Ça devrait déjà poser question. La perversion narcissique devrait être considérée comme une forme de perversion morale, celle qui conduit le narcissisme autosuffisant aux limites extrêmes de son action. Donc, l'alliage du narcissisme à deux autres éléments est très fréquent, c'est-à-dire la destructivité et la tendance à l'extraterritorialité. C'est-à-dire que ces gens vont tenter de compromettre quelqu'un d'autre pour en faire son allié. Et les perversions, à ce moment-là, peuvent prendre toutes les formes. Le sadomasochisme moral, la mythomanie, l'imposture, la pédophilie, la kleptomanie, on peut tout mettre. Ces gens-là n'hésitent, ne vendent absolument rien. D'ailleurs, le professeur Racamier précise dans son livre et propose cette définition: le pervers narcissique se fait valoir aux dépens d'un autre. Le pervers narcissique se fait toujours passer pour une victime. C'est toujours lui la victime. Il est le spécialiste de la victimisation. Il subit sans arrêt des méfaits, des injustices, et il se pose comme ça en juge face au monde et en donneur de leçons, finalement. D'ailleurs, il va s'exprimer très souvent par allusion ou en portant des critiques concernant des tiers qui ont des ressemblances avec la personne avec qui il s'adresse, à qui il s'adresse. Il va utiliser donc quelqu'un d'autre pour faire passer son message. Donc l'effet est d'autant plus fort, parce que ce type de langage, évidemment, est très efficace pour remettre en question les rapports des interlocuteurs, avec ses interlocuteurs. Évidemment, le PN a toujours raison, il a toujours une raison noble d'ailleurs, pour balayer les principes, la sérénité, le prestige, les secrets de celui qui est en face. Et alors à ce moment-là, eh bien, chez la victime, un simple oubli sera désigné comme une négligence grave, une erreur, un manque d'affection, et sa spontanéité comme une agressivité larvée, et on est vraiment dans l'inversion accusatoire perpétuelle, donc l'inversion des valeurs. Je prends un exemple: si je dis à quelqu'un, tu sais que hier t'as pas été très correct, c'est beaucoup moins fort que de lui dire, il y a quelqu'un qui pense que tu n'as pas été très correct hier soir. Tu vois, ça n'a pas le même impact. Ou alors il peut avoir des propos qui ressemblent à ça. On m'a dit dans la famille du père que vous n'êtes pas quelqu'un de calme. Alors là, encore un impact plus important que de dire êtes-vous quelqu'un de calme, ou êtes-vous quelqu'un qui s'énerve facilement. On fait intervenir l'autre. C'est-à-dire on met du pouvoir à l'intérieur de la parole. Ou encore, le père pense que, comment se fait-il que vous ne soyez pas au courant que tu ne t'aperçois de rien? Les gens n'osent pas vous le dire, mais voilà. Donc ils font croire à l'avis du plus grand nombre et comme ça font perdre pied. Donc, il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu. Les PN créent perpétuellement des injonctions paradoxales en utilisant des messages opposés qui sont insoutenables d'un point de vue logique, mais avec des doubles contraintes. Par exemple, tu n'as pas besoin d'un maître, je suis le seul possible pour toi. Ou encore, c'est pas que je le veuille, mais enfin, tu devrais m'écouter plus souvent. Puis c'est pour toi que je le fais. Donc voilà, la dimension d'obligation, de coercition est très présente, mais toujours dissimulée derrière un message de bonnes intentions.
empêchant ainsi de votre part une réaction hostile ou de méfiance. Le PN agit par induction. Souvent, quand les personnes sont dans des moments de vulnérabilité, la victime peut se retrouver dans une situation de fragilité, soit après un deuil, soit par peur. Et à ce moment-là, il va organiser, créer des assentiments, que vous ne voyez pas venir en vous. Bien sûr, ce concept va naître dans l'identification qu'on projette en fait sur l'autre. En clair, le même appelle le même. C'est-à-dire que la victime va reproduire ce que le PN éprouve ou veut. C'est ça l'induction narcissique. Le PN va jusqu'à faire sentir à la victime que ce que lui vit ou souhaite, eh bien vous devez le vivre. Et vous allez devoir agir parce que son but est de vous pousser, de pousser les victimes à la faute pour la critiquer ensuite. Et à ce moment-là, elle arrive à devenir à sa merci. La logique du narcissiste pathologique est: le monde et moi, nous ne faisons qu'un. Tout doit être uniforme, tout sera à mon service. Et n'est-ce pas ce que nous vivons actuellement dans ce monde? C'est exactement le même procédé pour les sectes. L'effet hypnotique, le gourou, le pervers narcissique va associer sa démarche à un dessein tellement supérieur. D'ailleurs, tous les dictateurs le savent lorsqu'ils manipulent les foules. Comment expliquer autrement l'obéissance qu'il suscite, le respect aveugle à un chef qui ne se trompe évidemment jamais, et l'altération du sens moral, alors même que les peuples sont opprimés jusqu'à en oublier la solidarité, la valeur de l'humain et de la vie même. Les PN construisent leur défense de manière à susciter la pitié, toujours. Ce sont toujours eu les victimes. En même temps, ils vont exprimer de la réprobation à l'encontre de leurs prétendus agresseurs, voire de la colère. Et là, ils vont vous faire croire qu'ils sont maltraités parce qu'il y a des personnes qui veulent leur porter préjudice. Ils soulignent uniquement ce type de conduite, ou les déforment. Bien sûr, tout vient de l'autre et jamais d'eux. Cette interprétation est déjà un mécanisme pathologique parce que pour eux, c'est la règle. Dès lors qu'ils ont ce sentiment de triomphe devant ceux qu'ils accusent, à ce moment-là, les victimes deviennent déçues, désorientées, et c'est vrai, sans argument pour se défendre. Parce que face à ce genre d'arguments stupides, vous ne pouvez vraiment pas vous défendre. Et puis, faut-il véritablement prendre fait et cause? Donc, ces PN vont prendre des éléments de la réalité, les fabriquer des scénarios et les reconstruire de façon à paraître en victime innocente et forcée. Toute personne qui adhère à leur point de vue exprimera à son tour de la réprobation en jugeant l'autre, c'est un peu le test de Milgram, désigné comme fautive sans avoir le moindre élément en main. D'accord? C'est-à-dire qu'on est comme hypnotisé, obnubilé par le gourou ou par le pervers narcissique, c'est le même. Le pervers a donc besoin de quelqu'un d'autre, d'un complice, d'un témoin, d'un milieu où propager ses idées, quoi de mieux que les assistantes sociales, la justice, tout le service socio-judiciaire pour exister, puisque c'est là que le pervers narcissique excelle, quand il n'est pas dans une secte ou gourou d'autre chose. Donc le pervers narcissique manipulateur ne peut pas laisser partir son épouse après son divorce ou sa compagne, parce qu'il lui faut absolument maintenir le lien pour continuer à faire souffrir la victime. Alors il va s'y prendre par des procédures multiples et variées, sous les moindres prétextes. Il va tout faire pour obtenir la garde alternée, et puis quand il l'aura obtenue, il obtiendra la garde exclusive. Il peut en arriver à maltraiter les enfants pendant son droit de visite, y compris par des violences sexuelles, et ça nous l'avons déjà rencontré, et pour punir comme ça leur ex à travers les enfants. Ils vont agir évidemment en montant la tête aux enfants contre le père ou contre la mère par des calomnies, des mensonges, des injonctions inverses, et le père ou la mère vont répercuter alors la relation d'emprise conjugale qu'ils avaient perdue dans la séparation sur leur conjoint.
Ils vont s'amuser à ne plus payer la pension alimentaire sous divers prétextes et vont même aller jusqu'à se rendre insolvables. Ils peuvent même aller jusqu'à se mettre en surendettement de façon mensongère ou démissionner de leur emploi de façon volontaire, se mettre au chômage, tout ça aussi vécu par les victimes. Alors les tribunaux parlent d'aliénation parentale, du SAP. Mais voilà, il ne s'agit donc absolument pas d'aliénation parentale parce que ce concept n'existe pas sur le plan scientifique, mais il est bien existant par contre dans une relation d'emprise immorale et ignoble de ces pervers sur les enfants faibles et sans défense et de leur ex-compagnon, étant eux-mêmes déjà très fragilisés par la manipulation qui a été exercée sur eux. Et c'est ça que vous devez dire, vous les maires aux avocats, parce que c'est ça que la justice doit reconnaître. Le but est bien de garder une emprise, même à distance, par la vengeance contre la femme ou l'homme qui a été la proie pendant de nombreuses années. Ainsi, il va continuer de souffrir, rester seul dans son coin parce qu'il aura été isolé, ne pourra même pas refaire sa vie, puisque tout son temps, il devra le passer à se défendre contre le harcèlement moral, cette fois non plus seulement du PN, mais en plus de la justice qui le suit comme un seul homme. Et il va tenter, au détriment de sa propre santé, de protéger ses enfants, souvent sans résultat, parce que la justice refuse de comprendre et de mettre en exergue ces mécanismes, alors qu'ils existent réellement, si on les explique dans un langage approprié. C'est-à-dire, la justice est obsolète, volontairement ou pas, mais elle se doit de se remettre en question et très très vite afin de comprendre la vérité de cette situation. Alors qu'au contraire, les magistrats chargés des dossiers se laissent prendre au langage victimaire de tous ces manipulateurs pervers narcissiques. Alors, évidemment, la version accusatoire prend tout son sens avec les pervers narcissiques qui jouent bien sûr leur rôle de victime, prétendent que l'autre parent le harcèle, le persécute, alors que c'est eux-mêmes qui agissent évidemment et empêchant ainsi de voir les enfants sur lesquels ils prétendent avoir des droits comme si les enfants étaient des objets, une propriété ou un bien qu'on peut utiliser et maltraiter à sa guise. Le pervers manipulateur est un géniteur et n'est donc pas en capacité d'être un parent noble, généreux, responsable et protecteur. Rakami écrit, je le cite, « Le pervers narcissique est très calculateur. C'est pour cette raison qu'il prolifère dans des contextes où il est question d'exercice de pouvoir. Il agit par intimidation, produisant perplexité, paralysie, dévalorisation, envahissement de l'esprit, par-delà culpabilité chez ses victimes, qui finissent par accepter tout genre de compromission au détriment de leur estime de soi. À accepter même de demander de démanteler l'aspect de leur narcissisme ou de justifier, voire d'exécuter des actes contraires à leur propre morale. Il convient d'interpréter la perversion narcissique et ses conséquences dans tous les éléments de différenciation que sont les humains, parce que nous sommes tous différents, et qui est de renverser pour accentuer l'effet de domination. C'est ce qu'on vit actuellement dans ce pays, parce que c'est qu'ainsi qu'on nous impose la domination par l'uniformisation. Comment? Eh bien par la force, par les connaissances, par l'expérience, par l'aura sociétale, par une position hiérarchique, par des privilèges dérivés de la richesse, de l'appartenance aussi au sexe masculin, ou tout simplement par une position de justice, par exemple. Quand ils sont les dépositaires du pouvoir, ils passent outre aux règles les plus élémentaires de la démocratie relationnelle, eh bien, surtout ceci se passe dans une absence absolue de culpabilité de leur part. Absolue. Ils sont dans leur bon droit. C'est comme ça pour eux. Quand je parle de pouvoir, bien sûr, ce sont surtout les éléments de langage des tribunaux et de leur complexité voulue qui n'échappent pas à la règle. Donc, le mal est banalisé. Ceci a même été étudié, il faut le dire, à propos du nazisme, puisque Hannah Arendt avait parlé de ce sujet en expliquant que le sujet, c'est d'inculquer aux autres ses principes et en faire une doctrine. C'est exactement ce que vivent les pères et les mères dans les tribunaux, ayez-en bien conscience. Quand, par exemple, les assistantes sociales viennent à votre domicile et estiment
que la mère est trop protectrice, ou que 2 enfants dans la même chambre, c'est pas normal, ou que telle lecture n'est pas une bonne lecture, ou que l'enfant mange pas bien. Bref, tout est comme mis en œuvre pour trouver matière à répondre à l'injonction d'un juge, comme une course effrénée à lui donner raison de les avoir missionnés pour sauver des enfants, quitte à fabriquer des éléments débiles et mensongers. Parce que c'est vraiment à ça qu'on assiste. Alors qui sont ces travailleuses du social, sans reconnaissance, en dehors de celle de la justice, mal aimées, mal appréciées, et faisant fi des règles de l'amour? Tellement mal appréciées que vous êtes passé de la DAS à l'ASE, parce que vous aviez une image tellement déplorable. Mais au final, je vois que rien n'a changé, et que désormais de plus en plus de Français vous méprisent. Comment une mère peut-elle être trop protectrice? D'où vous sortent désormais ces critères? Comment un enfant en centre placé peut-il, effectivement, ne pas être recroquevillé sur lui-même en l'absence de sa mère et en l'absence de repères? Comment un enfant peut-il être trop aimé? Peut-il être trop protégé? Quelles sont désormais ces nouvelles règles éditées par une justice et une société désormais si déviante? Comment peut-on accepter cet état de fait au pays des droits de l'homme? Qui vous vend la perversion à chaque coin de rue, par des émissions télé, de vidéos, de clips ou de pubs, où presque la pornographie est présente? Où est l'ASE à ce moment-là? Pourquoi ne saisit-elle pas les- l'audiovisuel? Pouvez-vous me le dire? Ne devrait-elle pas percevoir cette déviance orchestrée plutôt que dans les chambres ou dans les maisons feutrées des parents mis en accusation? En fin de compte, quand vous êtes missionné, on a l'impression qu'il vous faut absolument du résultat pour justifier de votre existence même, de votre salaire, et vous continuez donc ainsi à alimenter cette manne financière dont dépend votre salaire, malgré les déviances du système et sa perversion. Mais là, on parle de vie d'enfant, on parle de vie brisée, on parle de famille brisée. Et la justice, après avoir enlevé les enfants aux mères ou aux pères, les accuse d'être fragiles psychologiquement. Et donc, on continue à replacer. Oui, mais la mère est trop fragile. Oh, ben non, on replace pour 18 mois, après 18 mois de placement. Mais monsieur le juge, ou madame le juge, ces mères sont d'une solidité à toute épreuve. Elles sont l'exemple même de la résilience. Réussir à tenir debout, malgré vos innombrables injustices, à travailler pour payer leurs avocats, comme elles le peuvent, pour accéder simplement 10 minutes à votre bureau, avec en plus un avocat du sérail qui laisse croire au possible retour des enfants, sans que ceci n'arrive. Elles font face aux mensonges des assistantes sociales qui doivent rapporter du grain à moudre pour que perdure leur job. Oui, mesdames, messieurs, c'est ainsi que ça fonctionne. Et les avocats, qui fêtent finalement le jeu des échecs durant des années du retour des enfants, en sachant que cette justice est un labyrinthe de pièges sans retour des enfants vers leurs parents. À quoi jouez-vous? Il serait temps que chacun prenne conscience de ce qui se passe dans ce pays, appelé, je le rappelle, celui des droits de l'homme. Parce que tous ces enlèvements d'enfants, par un système social judiciaire gangréné par l'argent, le pouvoir est lui-même soumis à cette perversion pour apporter son lot de résultats personnels au détriment des enfants, et ceci à tous les niveaux de la justice. Et je ne parle pas des cooptations qui se font via les réseaux maçonniques, parce qu'on pourrait en parler très longuement. Beaucoup de gens ont écrit là-dessus. Désormais, trop de mères se lèvent et dénoncent. Je crois que plus personne dans le milieu judiciaire peut ignorer cet état de fait. Vous faites quoi, l'ASE? Vous faites quoi quand on masque nos enfants? N'est-ce pas de la maltraitance? Vous, les médecins, de savoir ce qui se passe. Pourquoi continuer d'accepter cette arme de destruction massive, puisque nos enfants sont attaqués de toutes parts, que ce soit par les masques, par les vaccins ou par des services qui sont en train de récupérer toutes les données des enfants dans les écoles? Vous, certains médecins qui appelaient quand une maman a même pas qu'un jour de retard pour un rappel de vaccin. Vous répondrez un jour, évidemment, de tout ce que vous n'avez pas dénoncé
et de tout ce que vous avez laissé faire. Parents de France, ils vous ont fait croire au pouvoir, ils vous ont soumis à la peur. Pensez-vous que si dans chaque région, chaque ville de France, un collectif se créait, simplement un collectif, pour se rendre partout, dans les tribunaux, ou lors des visites des AEMO, ou encore près des domiciles des pervers narcissiques, ensemble, par 10, par 15 ou par 20 personnes, pensez-vous encore que cette justice oserait continuer? Pensez-vous que ces gens-là ne comprendraient pas? Et prenez vos caméras et filmez ce qui se passe partout, dans vos régions, sur vos Facebook, sur vos VK. Faites des pages YouTube, faites des pages Odyssée et faites-vous entendre, faites-vous entendre. Protégeons les enfants parce qu'ils sont en première ligne des attaques d'une société totalement malade avec à la tête des pouvoirs, de tous les pouvoirs gangrénés par, et vous le savez désormais, un pays qui est un pays corrompu jusqu'à la moelle. Alors courage à Karine, courage à toutes ces mamans qui soutiennent Karine et qui étaient à ses côtés à Nîmes. Courage aussi à toutes les mamans de France et les papas, parce qu'il y en a, à qui on a enlevé leurs enfants par perversion narcissique et qui, il faut le dire, permet de faire perdurer cette manne financière, non seulement des placements, mais aussi de tous ces personnels qui travaillent, soi-disant, pour la justice. Moi, j'ai envie de vous dire qu'elle travaille surtout pour l'injustice. À bientôt, mes amis.